Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série sur les liens entre les périodes historiques et la santé mentale des jeunes, vue à travers la littérature. Donc, je vous répète la même chose, c'est une vidéo qui est faite avec un principe de subjectivité, c'est une vidéo qui dit « je », qui donne un point de vue, qui est le mien. C'est une vidéo aussi qui va traiter de sujets graves comme la santé mentale, la dépression sévère et le suicide. Ces sujets et les personnes qui en sont victimes ne seront évidemment pas dénigrés, délégitimés ou même moqués. Cette vidéo ne montre pas et ne met pas en scène de personnages ou de personnes qui souhaitent s'autodétruire ou qui sont dans un processus d'autodestruction. Mais, comme la dernière fois, si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à regarder une vidéo qui traite de santé mentale, ou que même vous n'êtes pas tout à fait sûr, eh bien, je vous suggère de ne pas la regarder, parce que ça peut être un peu difficile. Je me répète, mais si vous tombez sur ces vidéos, ou que vous continuez de regarder ces vidéos parce que vous sentez que ça va pas bien, de quelque façon que ce soit, parlez-en à quelqu'un, ne restez pas seul avec vos problèmes, et très souvent, je vous promets que le fait de mettre des mots dessus, ça aide énormément. Donc en fait, juste parler, même si la personne en face réagit mal, et bah à la limite, ça vous donnera un sujet de vous plaindre dans les commentaires. Tenez, voilà, faites ça. Tenez, j'ai même mieux. Si vous n'êtes pas sûr que la vidéo va pas vous déprimer, et bah vous l'envoyez à quelqu'un qui vous savez va bien, comme ça il la regarde, il vous dit si c'est ok, et puis après vous la regardez. Ça fait d'une pierre deux coups en fait, c'est-à-dire que vous prenez pas le risque, et en plus moi je gagne 2 vues au lieu d'une. Et puis bah évidemment, abonnez-vous et tout ça, mais bon ça... Oui, il faut le dire. Générique stylé. Dans la dernière vidéo, on a évoqué l'idée que toute une génération de jeunes pouvait voir sa santé mentale fortement impactée par une époque, l'époque dans laquelle ils et elles sont nés, c'est-à-dire qu'un positionnement précis dans l'espace-temps pourrait avoir un rôle très important dans la manière dont se perçoivent et dont vivent et meurent toute une génération de jeunes. J'ai expliqué que cette idée n'était pas du tout nouvelle et que c'était même un des sujets de préoccupation majeurs de la littérature et des arts en général au XIXe siècle. Mais la série de vidéos, elle s'appelle pas « Pourquoi les gens sont dépressifs au 19e siècle », on est d'accord. Donc il est temps d'introduire proprement notre personnage principal et celui qui va nous aider à réfléchir et peut-être même à résoudre tous les problèmes qu'on a soulevés dans la première vidéo, Alfred de Musset. Même au sein du mouvement romantique, ce grand mouvement qui traverse quasiment tout le 19e siècle et qui est basé sur une expression de la mélancolie, de la souffrance, de même les émotions intimes et personnelles et une exaltation de l'individu, bon bah voilà. Même au sein de ce mouvement-là, Alfred de Musset, c'est pas un gars banal. C'est-à-dire que déjà de base c'est pas un gars banal. Mais en plus, même au sein des romantiques, qui sont en général des gens assez bizarres, il dénote. Ça vous surprendra pas, il est dépressif, il est drogué, il est alcoolique et il a plein de problèmes d'amour, mais ça c'est normal, c'est les romantiques. Et évidemment, il arrive au moment où le romantisme est très présent et commence à vraiment s'implanter dans la littérature française, puisque il arrive à un moment où on connaît déjà assez bien les œuvres de Chateaubriand et de Jean-Jacques Rousseau. Mais lui, il a une différence déjà qui est un petit peu particulière, c'est que c'est pas franchement le plus progressiste des romantiques. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est un réac, mais disons que si on le met face à un Victor Hugo qui lui croit au progrès constant de la société, au prolétariat qui peut s'émanciper grâce à sa force et à ses valeurs personnelles, etc. Alfred de Musset, son romantisme, c'est plutôt le monde n'a plus aucun sens. La naissance est la pire des choses qui puissent arriver à un être. La seule émotion que l'amour est capable de procurer à un humain, c'est le malheur. Les gens qui ont de l'ambition pour l'avenir sont au mieux naïfs. Les héros finissent toujours par se faire trahir. L'alcoolisme est une bien meilleure solution pour l'avenir que l'engagement politique. Bref, l'engagement, la politique, le progrès social, tout ça, c'est des choses auxquelles il ne croit pas. Lui, son truc, c'est de prendre les sujets et les thèmes du romantisme, vous savez, hein, voilà, l'expression individuelle des sentiments et des émotions, et puis l'idéalisation d'un prolétariat valeureux, et puis d'aller le fracasser contre une réalité cruelle et toujours tragique.
Alors, je sais que je vous vends pas du rêve avec ce que je dis là, et que vous avez pas forcément envie d'écouter ce que Musset il a à dire en sachant tout ça. Mais déjà, il faut savoir un truc, c'est que partez pas tout de suite, parce que ça, c'est des choses qui commencent à apparaître dans sa littérature, après sa séparation avec une autre autrice du 19e siècle, qui pour le coup est bien réac, George Sand. Alors là, en fait, je suis absolument obligé de faire 2 digressions, pour certains ça va paraître évident, mais je le précise quand même. Déjà, je sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais George Sand, c'est une femme, d'accord ? Et non, je vous arrête, c'est pas parce qu'elle a choisi d'avoir le prénom d'un homme que c'est un homme trans. C'est pas ça l'histoire. En fait, c'est juste parce que c'est plus facile de faire publier ses livres quand on s'appelle George que quand on s'appelle Aurore. Bizarrement. Et oui, on a vérifié, on a lu sa correspondance, on a analysé son personnage. Non, elle n'a pas de dysphorie de genre. Oui, elle s'identifie vraiment au genre féminin, elle le dit plusieurs fois, c'est une femme, elle s'identifie comme une femme, elle ne veut pas renoncer à sa féminité, mais elle se fait appeler George et elle s'habille en garçon pour pas qu'on l'emmerde, c'est tout. Et oui, quand je dis qu'elle ne parle pas de dysphorie de genre dans sa correspondance, ça sous-entend qu'il y a d'autres auteurs et d'autres autrices qui, eux et elles, parlent de dysphorie de genre dans la littérature au 19e siècle. Et on va en parler un jour. Et puis celle-ci c'est pareil, j'ai pas le choix, deuxième aparté avant qu'on me tombe dessus. Mais comment tu peux dire que George Sand c'est une réac, c'est une des plus grandes féministes de son époque et elle a lutté contre le patriarcat avec un courage incroyable ? Ouais, alors, on va pas y passer 3 heures, donc je fais très vite, petite remise en contexte, je vais utiliser ses mots à elle, pas les miens, et c'est vous qui allez me dire si c'est une réac ou pas, ok ? La petite remise en contexte est Monsiosa. Donc, il y en a qui connaissent déjà l'histoire, mais en 1871, il y a une révolte ou une révolution qui s'appelle la Commune de Paris. Paris est encerclé par l'armée prussienne, le régime de la Troisième République est extrêmement sévère et extrêmement dur à vivre, et donc en fait les prolétaires parisiens vont prendre le pouvoir et organiser des élections populaires, et puis vont créer un nouveau gouvernement populaire à ce moment-là. Et donc sur cette révolte populaire qui mènera à des idées extrêmement progressistes et qui inspirera nombre de révolutions par la suite, et puis d'autres villes qui feront ça également, George Sand, elle a cette réaction assez viscérale, assez vraiment qui sort du cœur, assez honnête, et puis elle dira ceci. Il faut que cette race soit exterminée. Voilà, ça c'était pour la monétisation YouTube. Je finis la citation avec la deuxième phrase. Il ne fallait pas apprendre à lire aux pauvres. Donc c'est bon, on peut arrêter avec George Sand maintenant ? Merci beaucoup, vraiment. Tout ça pour dire que en 1835, elle va donc larguer Alfred de Musset. Il a 25 ans, elle a 31 ans à ce moment-là, et lui, il est complètement dévasté par cette rupture. Et très vite après cette rupture, il va commencer à écrire sur lui-même, à écrire sur ce qu'il a vécu pendant cette relation qui était pas facile, puis avant cette relation, et puis il va aussi écrire sur la vie de ses contemporains en général, et il va avoir comme ça plein de réflexions sur ce qu'il ressent. Et pas loin d'une semaine après cette rupture, il va publier le premier chapitre de ce qui sera un des livres les plus importants de son époque, La Confession d'un enfant du siècle. Il y a plusieurs choses qui sont fascinantes, déjà rien que dans le titre du livre. Déjà, on a le mot « confession », c'est un mot qui est important puisque c'est un mot qui montre une ambition autobiographique, et c'est un mot qui est emprunté à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il a marqué une grande partie des gens du 19e siècle avec un livre qui s'appelle « Les Confessions », un très grand livre dans lequel il raconte toute sa vie. Et puis il faut savoir que Jean-Jacques Rousseau, il est considéré comme le père du romantisme, donc c'est pas un hasard. Et ensuite, il y a ce mot « siècle ». Alfred de Musset, il est né en 1810, donc c'est logique de dire que c'est un enfant du siècle. De la même façon, Victor Hugo, qui est né en 1802, quand il décrit sa naissance, dans son poème, il écrit « Ce siècle avait 2 ans ». Mais paradoxalement, c'est très récent cette idée de diviser les périodes en tranches de 100 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'un siècle, ça veut dire 100 ans, mais on n'a pas forcément l'idée de dire qu'il y a un premier, un deuxième et un troisième siècle. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans qui sont en gros caractérisés par un truc particulier. Le fait de diviser toute l'histoire culturelle et politique d'un peuple en tranches de 100 ans comme ça va pas de soi. En fait, cette idée de découpage, elle nous vient principalement d'un livre de Voltaire qui s'appelle « Le siècle de Louis XIV ». Et c'est pas idiot, en fait, de dire « le siècle de Louis XIV ». Et bizarrement, souvent, ça marche assez bien.
C'est-à-dire que c'est jamais très précis, mais en littérature et en histoire, on arrive assez bien à faire des tranches de 100 ans, plus ou moins, qui sont cohérentes. En littérature, on considère que le 19e siècle commence avec un événement, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Et que le 20e siècle commence avec un autre événement radicalement différent, le recueil de poèmes Alcool de Guillaume Apollinaire. Les historiens et les historiennes vous diront plutôt qu'il commence en 1789 ou 1792 selon qu'on prend le début de la Révolution ou la proclamation de la République, et qu'il se termine en 1914, début en Europe de la Grande Guerre. Et effectivement, ça nous fait deux époques qui sont très différentes. Bref, revenons à ce qu'on disait, ou plutôt ne revenons pas du tout à ce qu'on disait qu'on allait dire. Je sais que je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi on était tous dépressifs et pourquoi il y avait des chiffres de suicide et de dépression aussi élevés au 19e siècle et surtout aujourd'hui. Il faut juste qu'on commence par le début. Alfred de Musset, il se considère comme un enfant du siècle. Partant de là, il fait une autobiographie. L'autobiographie d'un enfant du siècle. Confession d'un enfant du siècle. Confession, ça suggère qu'il y a quelque chose qu'il ne devrait pas dire en public. Donc on a ce titre qui est très intriguant, et puis il publie le premier chapitre, et ça commence comme ça. Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Aussi, n'est-ce pas la mienne que j'écris ? Ça a l'air de rien, mais cette première phrase, elle est très mystérieuse, alors on va se pencher un petit peu dessus. Il dit qu'il n'a pas vécu. Alors au sens strict, ça paraît très discutable, mais sur le plan littéraire, ça peut s'interpréter de plusieurs façons. Déjà, c'est une sorte de cleuasme, c'est une figure de style et de rhétorique qui vise à se dévaloriser au début d'un discours pour mieux convaincre son interlocuteur ou avoir son empathie. C'est comme quand vous dites « je suis pas expert, donc dis-moi si je me trompe, mais… » Et en l'occurrence, le cleuasme, il est quand même assez nécessaire ici, parce que je vous rappelle que il écrit son autobiographie alors qu'il a 25 ans. En fait, ce qui se dit, c'est que s'il publie juste son autobiographie comme ça, il y a forcément des gens qui vont venir le voir pour lui dire « Eh, dis donc, bonhomme, tu veux pas vivre 2-3 trucs avant de tout coucher sur le papier comme ça ?» Donc il le dit lui-même dès le début, comme ça c'est fait. « Ok, j'ai rien vécu, je suis un môme insolent, tout ce que tu veux, bref, vas-y, maintenant écoute-moi parce que j'ai un truc important à te dire. » Ensuite, ne pas avoir vécu, ça peut vouloir dire ne rien avoir vécu. Peut-être que, en fait, ce serait la même chose qu'il soit jeune ou pas, c'est-à-dire qu'il ait une vie tellement chiante que même s'il était mort à 80 balais, il y aurait rien à raconter. Alors c'est pile l'inverse, il y a 50 000 choses à raconter alors qu'il est mort à 46 ans de la tuberculose. Aussi, n'est-ce pas la mienne que j'écris ? C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait sur le livre avant de le lire, c'est que c'est une autobiographie, et dans la première phrase, il nous dit « Je vais pas écrire ma vie ». Alors là, en termes de paradoxe, on est bien. En fait, il fait quelque chose de typique du romantisme, il met en avant l'universalité de ses sentiments et de ses émotions. C'est parce que l'idée principale du romantisme, c'est que, en décrivant de manière extrêmement précise, avec toutes les connaissances littéraires qu'on a et tout ce qu'on sait maîtriser dans le style et dans la langue, en décrivant nos émotions, en décrivant nos sentiments, en décrivant notre personne, ce qu'on ressent, notre identité, notre recherche de sens, etc., et ben en fait, on va écrire quelque chose qui permet aux autres, qui ne ressentent pas tout à fait les mêmes choses que nous, de comprendre un peu mieux ce qu'ils vivent, ou au mieux de pouvoir mettre des mots sur des ressentis, de pouvoir mettre des mots sur des vécus. Donc quand il dit « c'est pas ma vie que j'écris », ça sous-entend en réalité que c'est pas seulement sa vie qu'il écrit. C'est pas tout à fait sa vie à lui qu'il va écrire, parce qu'en fait c'est la vie de plein d'autres gens qui sont ce que lui va appeler « enfants du siècle ». Donc voilà, son but, c'est d'essayer, comme tous les romantiques, de mettre des mots sur des sentiments, des émotions, des choses qu'on n'arrive pas à qualifier. Et là, ce qu'il va tenter de qualifier, c'est un truc qui n'a pas vraiment de nom à son époque, c'est la dépression. Alors, je fais une petite pause parce que c'est un mot que j'utilise à tort et à travers dans les vidéos dépression. Et en cours, je dis toujours à mes élèves de ne strictement jamais utiliser ce mot-là en littérature. Parce qu'il se trouve que la dépression étant une maladie, il faut qu'elle soit diagnostiquée par un médecin. Or, quand on fait un commentaire composé, par exemple, on est critique littéraire, on n'est pas médecin, et il faut quand même faire un sacré paquet d'études pour faire des diagnostics. Donc moi je demande à mes élèves de ne pas pathologiser les auteurs, et donc d'utiliser des termes qui sont plus littéraires, comme le terme de mélancolie, spleen, des choses comme ça. Mais si ça vous a marqué le fait que j'utilisais un mot comme ça qui était médical alors que je parlais de littérature, c'est pas pour rien, vous allez voir qu'en fait ça a un sens dans la vidéo, mais c'est juste qu'il faut l'écouter jusqu'au bout, quoi. Donc il commence comme ça, et puis il poursuit sur un passage que je vais un petit peu vous passer, parce que
Je veux éviter de rentrer dans le gore, mais lui, il y va à fond. Et dans le deuxième paragraphe, il se lance dans toute une métaphore filée sur la médecine. En gros, il dit que, imaginons que vous avez une gangrène au bras, vous allez voir un médecin. Et ce médecin, il va vous regarder, il va examiner votre bras, et puis il va vous dire, le bras, il n'est pas opérable. Il faut l'enlever, il faut l'amputer. Ce médecin, comme beaucoup à l'époque, il se trouve qu'il est aussi professeur. Et donc, en fait, il va vous faire l'opération au milieu d'un amphithéâtre. Donc, au milieu d'une grande salle avec plein d'étudiants qui regardent. Et puis, à la fin, une fois qu'il a amputé le bras, une fois qu'il l'a enlevé, il va faire passer votre bras aux étudiants. Ils vont tous se le faire passer comme ça. Et puis, ils vont le tâter, ils vont regarder un petit peu, ils vont peut-être en prélever des petits bouts. Et ils vont le sentir même, des fois, pourquoi pas, j'en sais rien. Bref, ils vont essayer d'étudier le bras pour mieux comprendre et mieux reconnaître la maladie. Donc évidemment, on a commencé dans une autobiographie, on nous a dit que ça parlait pas de lui, mais que ça parlait des gens comme lui, et maintenant il nous parle de médecins qui amputent des bras. On est perdu, et le moment où il nous rattrape, c'est quasiment dans la même phrase, et on arrive sur quelque chose de complètement révolutionnaire. Je rappelle, vous avez une gangrène, le médecin coupe le bras, le donne à ses étudiants, et chacun le regarde. Le membre est malade, on enlève le membre, et on étudie le membre. De même, lorsqu'un certain temps de l'existence d'un homme a été blessé et gangréné par une maladie morale, il peut couper cette portion de lui-même, la retrancher du reste de sa vie et la faire circuler sur la place publique afin que les gens du même âge palpent et jugent la maladie. Alors, moi j'y peux rien, je suis passionné, mais je vous jure que cet extrait, il me fout des frissons. C'est difficile de naviguer dans la prose de Musset, alors je vais un peu décortiquer pour vous aider à comprendre. Vous me permettez de reformuler ? De la même façon que pour la gangrène, qui est une maladie physique, quand une partie de la vie d'une personne a été gâchée par une maladie mentale, il peut décider de mettre au plein jour toute cette partie de sa vie intime pour que les gens qui ont le même âge sachent mieux identifier chez eux cette maladie mentale. En fait, je sais même pas si vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour écrire ce paragraphe. Les gens qui vivent ou qui ont vécu des maladies mentales telles que la dépression, ils osent à peine utiliser le mot maladie. Même eux-mêmes, même pour eux, ils se sentent pas légitimes d'utiliser ce mot-là. Parce que c'est tabou, parce que c'est pas grave chez nous, mais c'est peut-être plus grave chez les autres, parce que maladie, ça fait comme s'il y avait un truc irréparable, et puis parce que aussi, on voit toute une partie du secteur de la santé mentale à travers des notions qui ont été influencées par le développement personnel. En gros, dans la tête des gens, la solution pour guérir d'une dépression, ce serait d'avoir envie d'aller mieux, en fait. Et la dépression, c'est une maladie mentale. Avoir envie d'aller mieux. Je suis pas expert, donc dites-moi si je me trompe, mais l'envie, c'est plutôt un truc qui se passe dans le cerveau, non ? Pas dans le tibia ? Pardon, je m'énerve en fait, c'est con. Moi, aujourd'hui, en 2025, quand j'ai un ami, un proche ou quelqu'un avec qui je discute qui me dit qu'il ou elle a des symptômes dépressifs, je lui dis d'aller chez le médecin. Là, souvent, mon argument, il paraît extrême ou caricatural, mais en fait, il l'est pas tant que ça quand on y réfléchit. En gros, j'ai tendance à dire aux gens, si t'as un cancer, tu vas prendre un traitement, tu vas pas attendre d'avoir envie d'aller mieux. Bon, t'as une dépression, tu prends un traitement aussi, en fait. Mon argument, il sert juste à montrer que dans un cas comme dans l'autre, on parle vraiment de maladie. Mais là, on n'est pas en 2025. On est en 1836. Et non seulement il utilise à de très nombreuses reprises le mot « maladie », mais en plus, cette maladie, la dépression, il la compare à une gangrène. Juste la plus caricaturalement dégueulasse des maladies physiques dégueulasses, quoi. Enfin, c'est votre membre qui pourrit, la gangrène. C'est le 2e paragraphe de son livre. Et il a 25 ans. Bref, je continue. Ainsi, ayant été atteint dans la première fleur de la jeunesse d'une maladie morale abominable, je raconte ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien, mais comme il y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal, j'écris pour cela. Sans trop savoir s'ils y feront attention, car dans le cas où personne n'y prendrait garde, j'aurais encore retiré ce fruit de mes paroles, de m'être mieux guéri moi-même, et, comme le renard pris au piège, j'aurais rongé mon pied captif. En fait, je vais vous dire un truc. Les gens qui écrivent des livres aujourd'hui pour parler de la dépression, ils le font pas aussi bien que lui. Pardon, je reformule. Les gens qui aujourd'hui, en 2025, parlent de santé mentale, ne le font même pas de manière aussi moderne que lui. Déjà, premier point, il brise le tabou.
Normalement, ce sont des choses dont on ne parle pas, mais il confesse que cette chose qu'il appelle maladie, et qu'à cette époque personne n'appellerait maladie, il l'a vécu pendant 3 ans, qu'il était très jeune, que c'était très dur, et qu'il va tout nous raconter. Mais pas pour faire ses mémoires ou pour glorifier sa force et sa résilience parce qu'il a réussi à s'en sortir comme un bonhomme, non. Il va la raconter parce qu'il y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal. Deuxième point extrêmement moderne, il invite à une solidarité générationnelle. On l'a dit, ça fait 2 vidéos qu'on parle de ça, son époque comme notre époque, ce sont des moments extrêmement douloureux psychologiquement pour les jeunes. Donc il invite ses camarades, il invite ses congénères à parler de leur détresse, de leur vécu, de leur souffrance, de leur maladie. Il les invite à faire comme lui, à s'entraider, à parler, à s'écouter. Je suis pas beaucoup revenu sur ce mot, mais un enfant du siècle, bon voilà, être un enfant, c'est ne pas avoir encore autonomisé son identité. C'est-à-dire ne pas encore avoir eu une prise autonome, indépendante, sur qui on est, sur comment on se définit et comment on est défini par les autres. Être un enfant, c'est ne pas encore avoir réussi à dire « je suis cette personne ». Je ne suis pas la personne que tu as fabriquée, je ne suis pas la personne que tu as voulu façonner, je suis celle-ci, je suis en opposition avec une partie des choses que tu as essayé de créer chez moi, et je vais vivre ma vie avec cette identité-là. Mais pour la connaître, cette identité, et surtout quand on va le voir, on a des parents qui ont vécu une époque qui est extrêmement différente de la nôtre et qui donc ne peuvent pas nous aider à construire qui on est, eh ben il faut parler entre nous. Et il faut essayer de chercher cette chose-là, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut exister dans ce monde, quel est notre impact, notre rôle, notre but dans ce monde. On est obligé de parler entre nous pour pouvoir faire ça. Et puis, troisième point extrêmement moderne, même si personne ne lit son livre, c'est pas grave, parce qu'au moins ça lui aura servi de thérapie. Parler. Même si probablement que personne n'écoute. Parler. C'est douloureux, on n'en sort pas indemne, mais c'est une démarche positive qui vise à s'aider soi-même. D'ailleurs, il reprend encore une fois l'analogie de l'amputation finalement. Comme le renard pris au piège, j'aurais rongé mon pied captif. C'est-à-dire que, bah oui, il sait que même si on sort d'une dépression, on n'en sort pas tout à fait indemne. Il sait que guérir, ça veut pas dire retourner exactement au même état qu'avant. Mais il restera toujours au loin, quelque part, le piège, avec le pied qu'on y a laissé, comme témoin, pour que les gens qui passent devant puissent le voir et dire « il y en a un qu'elle n'a pas eu, il y en a un qui a survécu ». Et bien sûr, tant qu'il y aura des pieds et qu'il y aura des renards, il y aura des pièges. Et oui, bien sûr, on se dira qu'on est plus vigilant maintenant, qu'on sait regarder où on marche, que beaucoup de choses ont changé et que les pièges maintenant, on sait comment les éviter. Mais on retombe dedans. Pas tout à fait le même piège, il n'est pas tout à fait au même endroit, mais on reconnaît le mécanisme, on reconnaît la matière, on reconnaît la fourberie, et pourtant, on est captif à nouveau. On est captif à nouveau et c'est bizarre, c'est un peu rassurant. À la fois, il semble qu'on a tout oublié, qu'il faudrait réapprendre, et en même temps, il y a quelque chose de familier dans cette captivité. On la connaît, on est chez soi, et puis se ronger le pied, c'est douloureux. Et puis peut-être, une fois libre à nouveau, une fois refermée cette cicatrice, on marchera sur d'autres pièges, des fois identiques, des fois plus sophistiqués. Alors on se dira qu'on est vraiment un trou de balle, que c'est le même à chaque fois, qu'il faut vraiment être complètement crétin pour pas l'avoir vu venir celui-là. Qu'en fait c'est pas possible, qu'en fait il y a vraiment un truc qui va pas et qui vous rend plus con que les autres. Et puis peut-être, on verra un ami, un proche, un reflet inattendu de soi-même marcher sur un piège. Le même que celui de la première fois qu'on avait même fini par oublier. Qui était même devenu tellement évident qu'on l'enjambait tous les jours en se baladant. Alors vous l'aidez à se relever. Et puis vous lui expliquez comment s'en libérer, et puis comment l'éviter la prochaine fois, et vous regardez la forêt ensemble. Attentivement. Et puis vous commencez à voir les choses trappes, les filets, les cul-de-sac, les mines, les entraves.
Vous voulez montrer du doigt même, vous dites « Regarde celui-là, comment il est dur à éviter celui-là ». Et lui, il vous dit « Et celui-là, là-bas, tu le vois celui-là ?» Et oui, oui, vous le voyez. Parce que le problème, ça n'a jamais été vous. Le problème, c'est la forêt. C'est qu'elle est tenue par d'insensibles braconniers, et qu'ils ne fréquentent même pas ces sentiers. Et puis vous comprenez que tant qu'il y aura des pièges, et qu'il y aura des sentiers, tant qu'il y aura des forêts, et qu'il y aura des braconniers, tant qu'il y aura des renards, et qu'il y aura des pieds, il y aura des captifs, et qui se sentiront coupables de l'avoir été. Il y aura des captifs et qui n'oseront pas demander, il y aura des captifs et qui se seront tués. Car tant qu'il y aura des pièges et qu'il y aura des sentiers, il y aura des renards et des milliers, et qui feront des milliards et qui, j'espère, feront de meilleurs sentiers. Cette vidéo, c'est mon pied et c'est ma manière à moi de vous le donner. Et si vous en voulez pas ou qu'il croise pas votre chemin, et bah, peu importe. Au moins, je m'en serai un peu débarrassé, parce que tant qu'il y aura toujours ce pied et qu'il sera toujours dans ce piège, de toute façon, je pourrai pas marcher.